Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo réaction, parce que bah oui, les choses vont très très vite. Comme je vous l'avais mis dans ma description de la précédente vidéo. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Après tout ce tintouin, tout ce tintamarre, tout ce concert, tout ce cirque européen, pour finalement lire Zelensky décider finalement que, il s'excuse pas réellement, mais... ouais, en fait, non, bah, je vais quand même aller retourner voir les Américains pour signer leur truc. Je vais peut-être essayer de gratter encore quelques petites conditions, mais... Et Donald Trump, qui était quand même très vénère, euh, met de l'eau dans son vin et dit « Ok, je vais bien donner une seconde chance. » Ce qui est marrant, c'est que l'information, elle est tombée le 3 mars. Et ce n'est que depuis hier, le 4 mars. C'est-à-dire que les médias européens, surtout les médias français, bah, ils ont mis quand même presque 24 heures pour réagir. Alors que moi, le communiqué officiel, je l'ai vu. Hein. Il date bien du 3 mars. Alors, tout ce mouvement qui est actuellement à l'Union européenne. Alors, Van der Leyen va présenter son plan aux dirigeants européens. Bon, bah tiens, tu viens là, hop, tu signes là, s'il te plaît. Non, non, tu discutes pas, lis pas le texte, signe là. 800 milliards. Alors, 800 milliards étalés sur je ne sais plus combien d'années. Pour réarmer l'Europe. Pour réarmer l'Europe. Ah bon, elle était déjà armée avant? Il y avait une armée européenne, on ne le savait pas? Ben non, parce que l'Europe, sur le plan militaire, c'était l'OTAN. C'était l'OTAN, donc tout le monde se confortait de l'idée que l'Europe sera toujours défendue par l'intermédiaire de l'OTAN, jusqu'au jour où, bah oui, la Maison-Blanche a été prise par un président qui s'appelle Donald Trump, et puis Donald Trump, il a dit vous vous souvenez, hein, la dernière fois quand j'étais président, je vous avais demandé de respecter les accords de l'OTAN, c'est-à-dire au moins 2% de votre PIB. Ce que je vois 8 ans après, c'est toujours pas le cas. Donc, allez vous faire foutre. Panique à bord. Ah bah oui, mais alors du coup l'OTAN, si ça marche pas, on est à poil. On n'a pas d'armée pour nous défendre. Puis évidemment, le narratif de certains pays limitrophes de la Russie, bon, on peut les comprendre, hein, ils ont quand même vécu le joug soviétique. Ça fait que depuis 30 ans, hein, 90, 2000, 2010, oui, 30 ans. Ça fait que depuis 30 ans qu'ils aspirent à la liberté, ils respirent la liberté. Euh, Ça apparaît, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération vis-à-vis de ces pays, que ce soit la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie. C'est des pays qui ont quand même vécu plus ou moins sous l'influence soviétique. Donc, évidemment qu'ils ont encore ce petit sentiment très méfiant vis-à-vis des Russes. Tout comme mes grands-parents, voire même mes parents, hein, ont gardé de la Seconde Guerre mondiale un regard extrêmement méfiant vis-à-vis des Allemands. Ce qui est logique. On ne peut pas les blâmer d'avoir ce sentiment-là. Mais on l'alimente. On l'alimente, évidemment qu'on l'alimente. Parce que quand on vous disait l'Europe c'est la paix, non. L'Europe c'est la paix par la guerre, par la domination, par le contrôle, par la soumission. Alors du coup, Zelensky a essayé d'adopter un petit peu le narratif européen. Et d'ailleurs, l'entretien qu'il a eu à la Maison-Blanche, très clairement, on sentait que c'était plutôt du narratif anti-russe européen que le narratif de Zelensky lui-même. Je rappelle, Zelensky est un pion. Un pion qui a été placé là pour qu'il soit élu en 2019 président de l'Ukraine.
Parce que justement, les Ukrainiens, au bout d'un moment, ils ont été comme pas mal de gens dans certains pays européens très déçus par le paysage politique. Parce que le paysage politique ukrainien, il a toujours essayé de jouer un petit peu aussi des coudes vis-à-vis de la géopolitique, vis-à-vis des influences. Puisque je vous le dis, depuis 91, depuis la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, tout de suite les influences occidentales ont joué dans la manœuvre. Les révolutions oranges. Le fait de fermer les yeux sur l'existence des néo-nazis bandéristes, qui ont eu aussi de l'influence sur le paysage politique ukrainien. Donc vous comprenez bien, les Ukrainiens russophones, ils ont eu la légitimité à un moment donné de se dire qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, à quelle sauce ils vont nous manger. Bon on l'a su, avec ce qui s'est passé à Odessa, dans la maison du peuple, ou la maison des syndicats, je crois. Ça a fait boule de neige, de toute façon. Donc, à partir du moment où la partie est, Donbass, qui sont en fait le regroupement des républiques indépendantes de Donetsk et de Lugansk, qui se sont déclarées indépendantes, elles ont fait sécession, tout simplement, vis-à-vis de l'autorité de Kiev. Bon voilà, c'était parti. La guerre d'Ukraine, c'est une guerre par procuration contre un Occident dominateur pro nouvel ordre mondial, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo où je vous ai fait sur le nouvel ordre mondial, qui ne met pas ou qui n'inclut pas le fait de partager le plan avec les Russes. Dans la Russie, on veut la vassaliser, on veut la détruire, on veut la démanteler. On ne veut pas partager avec les Russes. Bon, sauf que Poutine, lui, il a tendu la main, mais on lui a craché dans la main. Donc, ok. Donc maintenant, oui, c'est un dictateur, c'est un homme avec un pouvoir fort, c'est un ancien du KGB. Oui, lui aussi, il est obligé de travailler avec une jeune démocratie qui a encore certaines mœurs, certains écueils à traiter. Et qui, en plus de ça, s'est mis le monde occidental à dos parce que un jour, il a dit, non, moi, je suis pas d'accord pour me soumettre. Moi, je suis d'accord pour le nouvel ordre mondial, mais partage. Ah mais non, on partage pas avec toi. Non, nous, ce qu'on veut, c'est de piquer ton pays, le vassaliser, voire même le démanteler, parce que il est trop grand, ton pays. Il est trop grand, c'est trop dangereux. Donc du coup, à partir de là, à partir des années 2010, oui, on a diabolisé Poutine. Oui, il a commis des erreurs, il a fait des choses qu'on peut lui reprocher, mais j'ai envie de dire, on lui reproche des choses, mais ces choses, est-ce que quelque part, elles n'étaient pas aussi provoquées? Si vous voulez déstabiliser un pays, si vous voulez faire tomber un dirigeant, évidemment, les jeux d'influence, c'est choper des individus, les propulser, les protéger, les former à faire de la dissidence, de l'opposition, perturber le paysage politique, essayer de créer des mouvements, essayer de pousser des gens à manifester dans les rues, etc., etc., etc. Donc quand vous savez que y a des gens qui sont en train de commencer à foutre le bordel dans votre pays, soit il y a la manière douce ou la manière forte. Et évidemment, Poutine, ça a été la manière forte. Alors évidemment, du point de vue européen, du point de vue droit de l'homiste, du point de vue humaniste, démocrate, c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien, mais vous savez, les méthodes. Donc c'est, oui. Là, l'Union européenne, en gros, de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut lire, de tout ce qu'on peut entendre, très clairement, Trump a bien mis les choses au clair. L'Union européenne, j'ai la main sur la chasse d'eau.
j'ai plus qu'à tirer et vous êtes mort. Et c'est fini. Il n'y a plus d'Union européenne. Et ça, le fait qu'ils sont en train de gesticuler dans tous les sens, le fait qu'ils sont en train de dire que, ah ben ça y est, les États-Unis nous ont abandonnés. Oui, il va falloir maintenant travailler ensemble sans les États-Unis. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, attendez, les Européens là, et tous les dirigeants responsables là, qui sont passés par l'American Young Leader, hein? Vous en faites quoi? L'influence américaine, l'Union européenne, le doigt sur la couture, à Washington. Ah bah oui, tout ça, tout ce narratif-là, là, il vient de tomber de haut. Et donc, du coup, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il va falloir construire l'Europe sans les États-Unis maintenant. Hein. Bah ouais, mais si les États-Unis nous lâchent, est-ce que quelque part, d'ici 4 ans, est-ce qu'on risque pas de s'effondrer? Donc, si on veut pas s'effondrer, bah, il va falloir durcir le ton. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre le pouvoir. Il va falloir mettre une situation pour obliger les dirigeants qui sont dans la servitude de l'Union européenne de transférer la souveraineté de leurs États à l'Union européenne. Union européenne qui aura fait sa mue, comme je vous l'avais expliqué déjà dans plusieurs vidéos, grâce à la révision des traités. Accélération là du mouvement. Et qu'est-ce qui pourrait justifier tout ça, cette accélération, si ce n'est une économie de guerre? Être en guerre. La voilà la belle opportunité. Alors, est-ce que l'Europe a les moyens de rentrer en guerre contre la Russie pour pouvoir satisfaire ses ambitions? Je ne pense pas. Elle n'en a pas les moyens. Mais, idéologiquement, psychologiquement, elle peut le faire. Et regardez les narratifs qui sont en train de se développer dans vos médias, dans les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Ils cherchent à faire peur aux gens pour un moment donné, une fois que les gens sont à point, chercher le consentement de la majorité dans les peuples pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais finalement, la tactique, elle est très orwellienne. Faire peur pour accéder au consentement du peuple, pour leur donner un pouvoir et ensuite pouvoir assujettir les peuples à leur autorité. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se dessiner à l'Union européenne. Soyez attentifs, soyez très prudents, parce que j'ai pas l'impression qu'ils vous réservent de beaux jours en Europe. Ou sinon, faire exploser l'Union européenne, et ça, Donald Trump, il en a le pouvoir. Est-ce qu'il le fera? Pas sûr. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.